Je vais vous raconter l'histoire de la femme de ma vie, l'amour de ma vie, Aïcha. Nous sommes au Maroc en 1918. Aïcha vient de naître à Casablanca. C'est la fille d'un riche commerçant de la bourgeoisie de Fès. Elle habite dans une grande maison avec un patio. Peut-être que vous avez déjà été dans un riad. Vous savez, ces maisons avec une fontaine au milieu, de l'eau qui coule, des enfants qui jouent, un oranger qui exhale ses parfums. Aïcha est une petite fille vive, intelligente, presque effrontée. Elle a envie d'aller à l'école, elle a envie d'apprendre à lire et à écrire. Mais qui lui a mis des idées aussi bizarres dans la tête? Malheureusement, elle est en avance sur son temps. Le patriarcat a encore de beaux jours devant lui. Comme toutes les petites filles, elle va se marier. Et avant cela, elle doit apprendre son futur job. Être une cuisinière hors pair, une maman, une épouse. Sans surprise, Aïcha est mariée. Un juge, un homme de la bourgeoisie, de Fès aussi, bien sûr. Quelques mois après le mariage, il lui avoue qu'il l'a épousée sur la pression de sa famille, qui a voulu le détourner de son amoureuse car elle était noire. Quand on est un homme blanc de bonne famille, on ne peut pas aimer une femme noire. Il dit à Aïcha qu'il l'apprécie, car qui n'apprécie pas cette femme, qui n'apprécie pas sa beauté, ses grands yeux bleus, son intelligence, ses talents de conteuse. Il l'apprécie, mais il ne l'aime pas. Il ne l'aime pas. Meurtrie, blessée, la belle rentre chez elle, chez ses parents, dépourvue du petit centimètre de fine peau qui fait toute la différence. Très vite, son frère lui dit « Je t'ai trouvé un mari ». C'est un sous-traitant, un homme très pieux qui suit une voie soufie, plus âgé qu'elle. Encore tout à son amour, tout à sa blessure, encore dans l'espoir que son amoureux revienne la chercher, elle refuse. Et là, son frère lui dit « Si tu ne veux pas l'épouser, tu devras trouver un endroit où aller. » Vous vous rendez compte, à cette époque, pour une jeune fille ou une jeune femme, la rue, c'est la voie directe vers la déchéance. Alors, la mort dans l'âme, elle accepte d'être déplacée de Casablanca, qu'elle adore, à Fès, qu'elle déteste. Et la voilà mariée, avec un homme dans le cœur et un autre à ses côtés. Le temps passe et Aïcha a des enfants. Et puis vient le moment où la première de ses filles est en âge d'aller à l'école, ma mère. Elle va voir son mari et lui dit « Je vais inscrire notre fille à l'école ». Il la regarde, l'air interloqué. « Mais où as-tu été chercher cette idée bizarre? C'est une fille !» Il refuse. Ma grand-mère insiste et sort l'arme suprême. « Si tu refuses, je divorce. Ma fille va étudier avec et sans ton consentement. Binti radit qara. » Par chance, mon grand-père aime ma grand-mère. Il accepte pour une année. Alors, année après année, Aïcha obtient
moyennant parfois la menace que sa fille, que leur fille aille à l'école. Vous voyez, le modèle pour Aïcha, c'est les 1001 nuits. C'est-à-dire que c'est une femme active, stratège, qui se retrousse les manches jour après jour et nuit après nuit. Le modèle, c'est pas la belle au bois dormant qui attend la solution. Grâce à cette femme exceptionnelle, ma mère obtient son bac et va même faire des études supérieures en France. Elle choisit son mari. Et puis, peu de temps après, un 22 juillet, voilà que je suis née à Paris. La classe, non ? Enfant, on ne me demandait de rien faire. On ne me demandait pas de faire à manger, de faire mon lit, de participer aux tâches ménagères. La seule chose qu'on me demandait, c'était de travailler. Et de bien travailler. Travaille, ma fille, tel était le commandement. C'est ce que j'ai fait. Ça marchait bien. J'avais la chance d'être dans un environnement libéral et ouvert, dans une société marocaine conservatrice. Quand j'ai eu 13 ans, mon père m'a proposé d'aller en Angleterre, en séjour linguistique. Waouh, c'était extraordinaire. Aucune de mes copines n'avait jamais fait ça. Prendre l'avion, Casablanca, Londres, rejoindre un groupe de jeunes Français et passer 3 semaines à Londres. Incroyable. Mon père a dû faire face à l'hostilité de certaines personnes qui lui ont dit « Mais c'est une fille, elle est jeune, et Londres, c'est dangereux. Une fille n'est pas censée voyager seule. Elle ferait mieux de passer les vacances d'été à apprendre son futur job. » Mon père les a regardés en disant « C'est ma fille. Je veux que ma fille apprenne l'anglais. Je veux que mes filles s'ouvrent à l'international. Je ne veux pas que nos filles subissent les limitations de leur mère et de leur grand-mère. Je ne veux pas que nos filles aient un CAP de cuisine, ménage. » J'avais de la chance. J'avais un père féministe. Mon amie Myriam, elle, n'avait pas cette chance. Dès son plus jeune âge, elle était promise. Et lorsque le samedi après-midi, avec mon groupe d'amis, quand on voulait aller faire du vélo au bord de la mer, on allait la chercher et souvent elle nous disait « Non, je ne peux pas venir avec vous, je dois rester avec ma mère. Nous sommes en train de faire la cuisine. J'apprends à faire les cornes de gazelle, le pain, le tagine. » À 18 ans, elle a été mariée à son corps défendant avec un homme dont elle ne voulait pas. Moi, à 18 ans, j'ai quitté ma province. Bye bye Casablanca, au revoir le Maroc, au revoir le pays des droits des hommes, bonjour le pays des droits de l'homme. J'étais euphorique, à moi la liberté, l'autonomie, vive la France. Après l'euphorie, c'était le début des premières fois. Alors, c'est pas ce que vous pensez. La première fois que j'ai voulu me faire à manger, je me suis dit, je vais faire un truc simple. Parce que, en fait, je ne savais rien faire. Donc, je vais faire du lait chaud. Alors, j'habitais dans une studette, 16 mètres carrés, avec une petite kitchenette et des plaques électriques. Vous savez, ces grandes plaques, ces grosses plaques électriques qui mettent un temps fou à chauffer. Donc, je mets le lait dans la casserole, j'allume la plaque et je vais prendre une douche. Une longue douche. Même un truc aussi simple que du lait, j'avais réussi à le rater. Mais j'ai gagné au grattage. 3 heures.
Moi qui n'avais jamais fait de ménage, eh bien j'ai été servie. Ça allait pas être facile côté pratique. Peut-être que c'est mon amie Myriam qui avait raison, parce qu'elle au moins, elle risquait pas de mourir de faim. Pour me consoler de ce ménage, de cette corvée, j'ai allumé les infos. Et là, j'entends qu'une femme a été battue par son mari. C'est pas possible, non, c'est pas en France, ça ne se passe pas, au pays des droits de l'homme, au pays de la déclaration du citoyen. Pour moi, c'était le choc, le grand choc. Alors j'ai fait des recherches et j'ai trouvé des statistiques. Avant cela, je voudrais vous montrer une image. C'est la une du journal Libération du 23 mars 2018. Les filles sont le diable. Donc c'est en France. Alors les statistiques, en France, l'écart salarial entre les hommes et les femmes est de 29%. C'est-à-dire qu'à travail égal, une femme coûte moins cher ou rapporte plus, c'est comme vous voulez. Une femme sur 3 subit un harcèlement ou des propos déplacés, des gestes déplacés dans le milieu du travail. Moi-même, 3 patrons m'ont trouvé à leur goût. 8 femmes sur 10 vont subir des gestes déplacés dans le métro, enfin dans les transports ou dans la rue. 225 000 femmes, chaque année, vont être maltraitées physiquement ou sexuellement. Et enfin, le pompon, tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint. Pourquoi les relations entre les hommes et les femmes ne sont-elles pas pacifiques ou même paradisiaques ? Depuis des millénaires, la culture véhicule que le principe masculin est supérieur au principe féminin. Et par glissement, que l'homme est supérieur à la femme. Alors, qu'est-ce que c'est le principe masculin, le principe féminin ? Le principe féminin, c'est tout d'abord la relation. C'est le plus important. C'est le ressenti, l'ouverture, l'âme, la bienveillance, l'intérieur. Le principe masculin, c'est l'action, les résultats, l'expression, la parole, les faits, la raison, l'extérieur. Nous avons tous en nous les 2 polarités. Aucune n'est supérieure ou inférieure à l'autre, elles sont complémentaires. Dire que privilégier le principe masculin, c'est terrible pour les hommes, pour les enfants, pour la terre. Et c'est encore plus terrible pour les femmes, parce qu'elles s'amputent, parce que nous amputons de la partie la plus importante de nous. Privilégier le principe masculin, c'est comme essayer de se tenir sur une seule jambe alors qu'on en a 2. Ou essayer d'applaudir d'une seule main. Tenez, essayez avec moi. J'ai pas l'air débile là. Alors comment faire ? Comment faire ? Je pourrais vous donner de nombreuses pistes. Je pourrais vous dire que nous devons veiller à l'équilibre entre le masculin et le féminin. Ni trop de l'un, ni trop de l'autre. Je pourrais vous dire que les mères doivent arrêter d'investir leur fonction de maman comme un lieu de pouvoir et de regarder leur fils avec ce regard énamouré et complaisant qui fait qu'ils se sentent au-dessus de tout et devient parfois un petit caïd.
Je pourrais dire aux papas de prendre leur place, de jouer leur rôle de tiers séparateur et de ne pas laisser toute la place aux mères. Je pourrais vous dire que nous avons un exemple chez les Indiens d'Amérique de prise en compte du féminin, de la relation de l'autre. Lorsque les Indiens d'Amérique prennent une décision, ils s'interrogent sur son impact sur 7 générations. Je pourrais vous dire que nous avons dans le règne animal un exemple de cohabitation paradisiaque. Vous savez ce que les dauphins passent leur journée à faire? Ils jouent ensemble et ils font l'amour toute la journée. Je pourrais vous dire tout cela, et tout cela est exact. Mais la réalité, c'est que je ne sais pas. Je ne sais pas. Et personne ne sait vraiment. Nous savons que nous sommes à la fin d'une époque et au début d'une autre. Mais nous ne savons pas comment rejoindre ce jardin d'Éden. Personne n'a l'adresse dans son GPS. Dans cette quête d'une vie meilleure, il y a 3 personnes qui m'inspirent. Ma grand-mère, qui avait cette vision d'un équilibre entre le féminin et le masculin, de petites filles et de petits garçons qui marchaient main dans la main et qui avaient les mêmes privilèges. La deuxième personne, c'est Kennedy. En 1962, Kennedy dit « Nous choisissons d'aller sur la Lune. Nous choisissons de défier les lois de la gravité. » Et malgré les sarcasmes et malgré les sceptiques, 7 ans après, un homme a posé le pied sur la Lune et a défié les lois de la gravité. Enfin, Martin Luther King, qui en 1963 fait ce fameux discours, vous vous souvenez? « I have a dream that one day, j'ai le rêve qu'un jour, mes 4 enfants ne soient pas jugés selon la couleur de leur peau, mais selon leur caractère. » Moi aussi j'ai un rêve fou, un rêve d'idéaliste, un rêve de révolutionnaire. J'ai le rêve que, dans le domaine des relations hommes-femmes, on aille sur la Lune, qu'on défie les lois de la gravité. J'ai le rêve que les petites filles, comme les petits garçons, soient jugés non pas par leur genre, mais par leur humanité, aimés pour leurs différences, célébrés pour qui ils sont, garçons ou filles. Et comme ma grand-mère, j'ai le rêve qu'il n'y ait plus de hiérarchie entre les hommes et les femmes, que nous soyons tous égaux, que nous soyons tous aimés, respectés, sous toutes les latitudes. Et pour nous, aujourd'hui, j'ai le rêve qu'enfin on puisse marcher sur nos 2 jambes et applaudir de nos 2 mains. Merci. Merci.